Salut Internet. Aujourd'hui, vous l'avez vu, on remonte le temps. Mon objectif va être de faire le tour du monde et de résumer en 15 minutes environ tout ce qui s'est passé durant l'année 1990. C'est un défi et je tente de le relever tout de suite. C'est parti. Le nouvel an 1990 était en quelque sorte le calme avant la tempête en Europe parce que le début de l'année a été secoué par une série de violentes tempêtes justement qui ont frappé le nord du continent. Entre janvier et mars, la Belgique a été particulièrement touchée, ainsi que le nord de la France, le Luxembourg, l'Islande, l'Irlande, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Norvège, la Finlande ou encore l'Allemagne de l'Ouest. La tempête Daria qui s'est abattue sur le territoire fin janvier a fait plus de 90 victimes dans 6 pays. Voilà, vraiment aucun répit pour commencer l'année, mais heureusement, après la pluie, le beau temps, le 31 janvier, un McDonald's a ouvert pour la première fois à Moscou. Ça a été un véritable événement dans la capitale. Et au vu des interviews de l'époque, les avis étaient partagés. Certains ont trouvé ça ok, d'autres délicieux, d'autres pas assez russes. Ce qu'il faut noter, c'est qu'à cette période, l'URSS était en train de vivre ses dernières heures et la vie sur place était particulièrement chère. Le prix d'un menu était l'équivalent d'une demi-journée de salaire. Et oui, vous inquiétez pas, on va reparler un petit peu de l'URSS dans cette vidéo, mais ça me paraissait marrant de les mentionner en premier en parlant de McDo. Le 11 février 1990 a été historique car c'est le jour de la libération de Nelson Mandela. Il sort de prison après 27 ans de détention, condamné à perpétuité pour sabotage et complot contre l'État. Sa libération a été un événement planétaire. Un jour il faudra que je vous parle de sa vie, il y a tellement de choses à raconter. Le 16 février, Hong Kong adopte son nouveau drapeau. Avant il ressemblait à ça, le drapeau britannique avec les armoiries de la ville. La fleur sur le nouveau drapeau représente celle de l'arbre à orchidées de Hong Kong. Il s'agit de son emblème national qui renvoie, selon la version officielle, au concept « un pays ». De système. Et vu que les choses administratives prennent toujours du temps, il n'est officiellement entré en vigueur et hissé que quelques années plus tard, le 1er juillet 1997, lors d'une cérémonie qui a marqué la passation de pouvoir entre le Royaume-Uni et la Chine. Toujours le 16 février 90, on a appris le décès de l'artiste Keith Haring à l'âge de 31 ans. Si son nom ne vous dit rien, vous connaissez certainement son travail hyper reconnaissable. Peut-être même que vous vous êtes déjà amusé à colorier ces petits bonhommes. Enfin, le 25 février a été marqué par un phénomène assez mystérieux. L'îlot Pulau Batu Airan, qui se trouve au nord de Bornéo, a disparu. Évidemment, rien de magique là-dedans. L'îlot s'était formé 2 ans plus tôt, le 15 avril 88, s'est progressivement agrandi jusqu'à atteindre la taille d'un terrain de foot, et la seule chose que les experts ont pu certifier, c'est qu'il a été formé par un volcan de boue. Mais l'explication de sa disparition soudaine est beaucoup moins certaine. Le 15 mars, Mikhail Gorbatchev est élu président de l'Union soviétique. Il est la seule personne à avoir eu ce titre, président de l'Union soviétique, et il a occupé cette fonction jusqu'au 25 décembre 91, date de la dissolution de l'URSS. C'est quand même hyper stylé d'être le seul à avoir occupé un poste ou un métier pour l'éternité. Le 21 mars 90, la Namibie proclame son indépendance. Ça met fin à une domination sud-africaine qui durait depuis 70 ans. Et tenez-vous bien, parce que c'est pas la seule indépendance dont je vais vous parler dans cette vidéo. Je sais pas s'il y avait une promo dans le rayon géopolitique, mais on a été servi en 90. En Belgique, le 29 mars, un projet de loi est voté afin de dépénaliser partiellement l'avortement. Pour que la loi soit appliquée, elle doit être signée par le roi, en l'occurrence Baudouin, sauf que, en raison de convictions morales personnelles, le roi a refusé de signer la loi. Mais en même temps, il veut pas empêcher la démocratie de fonctionner. Les politiques ont donc dû chercher une solution, l'article 82 de la Constitution. Cet article déclare que lorsque le roi est incapable de régner, le gouvernement prend le relais. Et c'est justement ce qu'il a fait. Le gouvernement a pris le relais et a signé la proposition de loi à la place du roi. Et finalement, le 5 avril, le roi Baudouin, il a pu régner à nouveau. Comme par hasard, là, tout va bien. Quelques jours plus tard, le Népal connaît une révolution. Depuis plusieurs mois, le peuple se révolte contre le système politique mis en place, installé par un coup d'État au tout début des années 60. Une monarchie absolue règne sur le pays, et finalement, le 6 avril 1990, de violentes manifestations éclatent aux 4 coins du pays. C'est simple, l'ampleur de la révolte est telle que finalement, le soir du 8 avril, le gouvernement annonce une réforme de sa constitution, mettant fin au système du parti unique et annonçant la mise en place d'une monarchie constitutionnelle. Le 24 avril 1990, les États-Unis lancent le télescope Hubble. Il voyage à bord de la navette spatiale Discovery avant d'être sorti de la soute par l'astronaute Stephen Hawley. Ce télescope nous a offert ce genre de dinguerie absolument magnifique. Aujourd'hui, il plonge doucement vers la Terre et la NASA estime qu'il y a un risque qu'il tombe spontanément dans les années 2030. Elle a d'ailleurs lancé un appel pour voir si quelqu'un aurait une solution pour rehausser
fausser l'orbite du satellite et empêcher le soldat Hubble de sombrer. L'année 90 a été l'année des révolutions. Après la Namibie qui proclame son indépendance et le Népal qui change de régime politique, place à l'Estonie qui, elle, en a un peu marre d'être sous l'autorité soviétique. Elle décide donc de prendre quelques mesures et par exemple de rétablir son nom officiel, histoire de faire comprendre à l'URSS que l'indépendance, c'est pour bientôt. Exactement de la même manière que sa voisine, la Lettonie, qui a, quelques jours plus tôt, voté une déclaration de confirmation d'indépendance. Ça veut pas dire qu'elle est indépendante à ce moment-là, juste qu'elle a signifié à tout le monde qu'elle allait bientôt le devenir. Le 18 mai, le TGV bat le record du monde de vitesse sur rail, un peu plus de 515 km/h, enregistré près de la commune de Vendôme. Aujourd'hui, le record se trouve aux alentours de 575 km/h. Et puis, sans transition, le 22 mai 90, le monde a assisté à la réunification des deux Yémen. La République démocratique du Yémen, le Yémen du Sud, et la République arabe du Yémen, le Yémen du Nord. Ils se sont mis ensemble et ils sont devenus la République du Yémen. Ils se sont unis d'un commun accord, en grande partie pour des raisons économiques. Et si ça parle à certains d'entre vous, c'est que je l'ai déjà évoqué sur la chaîne. Le début du mois de juin a été marqué par une marée noire dans le golfe du Mexique, près des côtes du Texas. Une explosion a eu lieu à bord du super pétrolier Megaborg et pas moins de 42 000 tonnes de pétrole se sont déversées dans l'océan. Pour que vous ayez une idée, c'est l'équivalent d'environ 21 piscines olympiques. À noter que cette catastrophe a quand même provoqué le décès de plusieurs personnes. Mais qui dit juin dit début de l'été. Et le 23 juin, une chanson légendaire devient numéro 1 du top 50. J'ai même pas besoin de vous mettre un extrait plus long. La France entière s'est ambiancée toute la saison sur ce son mythique. Et évidemment, mention spéciale au clip iconique. Et surtout, la chanson a enfin détrôné Beau le lavabo de Vincent Lagaffe. Un son qui se moquait des chansons du top 50 et qui était devenu numéro 1 du top 50. Ah, le troll était très très bon. On arrive au mois de juillet 90, ce qui m'amène naturellement à parler du 29 juin 1986. À ce moment-là, on est au Mexique et c'est le jour de la finale de la Coupe du Monde de foot. Elle oppose l'Allemagne de l'Ouest et l'Argentine et c'est cette dernière qui va remporter le match 3-2. Eh bien, 4 ans plus tard, le 8 juillet 90 donc, on prend les mêmes et on recommence, mais cette fois-ci, c'est l'Allemagne de l'Ouest qui prend sa revanche. 1-0 sur penalty. Bon, le score est un peu moins excitant, mais là je m'adresse à ceux qui l'ont vécu. Est-ce que c'était un beau match au moins? Est-ce qu'il y avait du frisson? Ou est-ce que tout le monde s'en fichait vu que la France ne faisait même pas partie de la compétition? N'hésitez pas à nous le dire. 10 jours plus tard, le dernier film de la trilogie Retour vers le futur sort en France. Et si vous voulez apprendre une anecdote cool à son sujet, je vous renvoie au 77 consacré au Far West. C'est pour le référencement de la chaîne, quoi. Le 21 juillet est un jour historique pour le monde de la musique. Roger Waters, membre fondateur des Pink Floyd, se rend sur la Potsdamer Platz à Berlin afin de jouer des morceaux issus de l'album The Wall. Accompagné de Scorpions, Cyndi Lauper ou encore Bryan Adams pour ne citer qu'eux, il donne un concert live devant des centaines de milliers de personnes. Un concert qui a indéniablement marqué la musique mais aussi l'histoire. Enfin, le 27 juillet, on se rend au Portugal où la toute dernière 2 chevaux, voiture mythique de Citroën, sort de l'usine. Je le mentionne vite fait parce que c'est quand même une voiture qui a marqué son époque, symbole de l'entre-deux-guerres, des premiers congés payés, on la voit partout, dans les pubs, au cinéma, dans des clips, dans des bandes dessinées, et elle a été produite depuis les années 40. C'est l'actualité géopolitique qui va certainement marquer l'année 90 d'un point de vue international. Le 2 août, l'Irak envahit le Koweït. Déjà, petite précision, effectivement, beaucoup de monde a été surpris par cet acte, mais les tensions étaient réelles entre les deux pays, puisque l'Irak accusait le Koweït d'exploiter le sol irakien et de voler son pétrole. Ajoutez à ça une crise économique majeure dans le pays, une dette énorme à rembourser au Koweït. Bon, cette accusation de vol de pétrole a été l'argument principal pour justifier l'intrusion illégale sur le territoire koweïtien. Mais il faut tout de même savoir que les motivations de l'Irak ne sont pas que économiques, parce que l'Irak a toujours revendiqué le Koweït comme étant une de ses provinces. Et d'ailleurs, c'est ce que va devenir le pays le 28 août, lorsque l'Irak annexe purement et simplement le territoire et en fait le gouvernorat du Koweït. Évidemment, je vous ai résumé tout ça en quelques lignes, hein. C'est bien plus complexe que ça. Sachez simplement que c'est cet événement majeur qui va précipiter par la suite le déclenchement de la guerre du Golfe et créer une énorme instabilité dans la région du Proche-Orient. Et là, je vous renvoie à la vidéo consacrée à 1991 si vous voulez en savoir plus. Le 28 septembre, la
toute première Game Boy arrive en Europe. On pouvait jouer à Tetris et faire un 1v1 contre un robot qu'on pouvait finalement battre en lançant des éclairs avec son doigt. On gagnait de manière hyper bizarre à l'époque. Mais le mois de septembre est surtout marqué par le traité de Moscou. C'est un traité qui a posé les bases de l'Allemagne réunifiée. Ce qui est surprenant, c'est qu'il était assez court, 10 articles, pas plus. Et il contenait plusieurs déclarations concernant la République d'Allemagne fédérale. Elle devait, entre autres, renoncer à la fabrication, la possession et le contrôle d'armes nucléaires, biologiques et chimiques, ne revendiquer aucun territoire, etc. Mais au moins, le pays unifié pouvait à présent avoir une souveraineté totale sur ses affaires intérieures et extérieures. Le traité a été signé le 12 septembre par l'Allemagne de l'Ouest, l'Allemagne de l'Est, la France, l'Union soviétique, le Royaume-Uni et les États-Unis. Et c'est comme ça que 3 semaines plus tard, le 3 octobre, est devenu le jour officiel de la réunification allemande. Une grande cérémonie a eu lieu devant le Reichstag où le drapeau allemand a été hissé devant une marée humaine. Il n'y a pas d'autre mot pour la qualifier. Actualité sportive maintenant pour le mois d'octobre. Le 5, Christine Janin, médecin et alpiniste, devient la première française à gravir l'Everest. Et le 21, on assiste à un moment qui a marqué le monde de la Formule 1. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce sport, ne vous inquiétez pas, je vous explique, c'est croustillant à souhait. À ce moment-là, on est avant l'ère Schumacher, on est en pleine ère Senna-Prost. Le Brésilien Ayrton Senna et le Français Alain Prost entretenaient une énorme rivalité qui est devenue légendaire. Ils gagnaient chacun leur tour, les championnats du monde, c'était un truc de fou. Vraiment, j'exagère pas sur leur rivalité. Le 21 octobre 90, on est au Japon. Ayrton court chez McLaren, Prost chez Ferrari. Ayrton a 9 points d'avance sur le championnat et concrètement, ça veut dire que personne ne peut le rattraper, sauf Prost qui, s'il remporte la course, peut lui piquer le titre de champion du monde. La course démarre et seulement 8 secondes plus tard, oh bah mince alors, il y a Senna qui rentre dans la voiture de Prost et qui met les 2 voitures hors service pour les contraindre à l'abandon. C'est con quand même cet accident qui lui permet du coup de remporter son 2e titre de champion du monde. Je précise, plus tard, Senna a reconnu son geste. Il avait ses raisons, si ça vous intéresse, il y a plein d'articles à ce sujet. Et finalement, les choses se sont apaisées entre les 2 pilotes. Le Grand Prix d'Australie de 1993 est considéré comme le moment où ils se sont définitivement réconciliés, quelques mois seulement avant le décès du Brésilien en pleine course. Le 5 novembre, en France, a eu lieu la nuit des ovnis. Aux alentours de 20h, le GEPAN, le service du CNES chargé d'enregistrer tous les phénomènes aérospatiaux non identifiés, a reçu des milliers d'appels provenant de témoins qui affirmaient avoir observé un étrange phénomène lumineux. Il a été visible par une grande partie du pays et ressemblait à un immense triangle lumineux. Après enquête, la réponse est tombée quelques jours plus tard. Il s'agissait de la rentrée atmosphérique d'une partie de la fusée soviétique Proton. Finalement, rien de surnaturel et pas de découverte d'une vie extraterrestre. Mais sachez que le GEPAN continue toujours son travail à l'heure actuelle. Le 12 novembre 90 a été un jour historique pour le Japon car l'empereur Akihito a été officiellement couronné. Et le 28, tremblement de terre sur la planète, la petite sirène sort au cinéma. Et oui, aussi, Margaret Thatcher démissionne du poste de Premier ministre au Royaume-Uni. Elle a été remplacée par son collègue conservateur John Major. Nous sommes au dernier mois de l'année 90 et en ce premier jour de décembre, la jonction du tunnel sous la Manche est faite entre la France et le Royaume-Uni. À 12h, 12 minutes et 12 secondes, 2 ouvriers ont terminé de percer un trou qui leur a permis de se rejoindre et de faire la fameuse poignée de main qui relie l'île de Grande-Bretagne au continent européen. D'ailleurs, je le savais pas, mais l'idée d'un tunnel sous la Manche existait depuis 1801. C'est une affaire assez vieille. Les projets se sont succédés et c'est finalement quasiment 200 ans après avoir eu cette ambition folle que tout s'est concrétisé en 1994 avec l'inauguration officielle de l'Eurotunnel. Le 14 décembre 1990, l'ONU, sur demande de la France, adopte une résolution, le droit d'ingérence humanitaire. Concrètement, ça veut dire que des pays pourront se rendre dans d'autres pays pour aider des victimes de guerre ou de catastrophes naturelles sans l'autorisation du gouvernement concerné. Et enfin, on finit en beauté et en légèreté avec le cultissime Maman, j'ai raté l'avion qui sort en France le 19 décembre 1990, quelques jours avant les fêtes de Noël. N'empêche, quand on prend un peu de recul sur cette année 90, on se rend compte qu'elle a été marquée par des événements géopolitiques majeurs entre les proclamations d'indépendance, les révolutions, les changements de régime, les invasions, les réunifications. On peut affirmer sans se tromper que cette année a été déterminante dans l'histoire de nombreux pays. Voilà, comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous a intéressé et vous a donné envie d'en savoir plus sur tout ce que j'ai évoqué. Moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut Internet.